Aujourd'hui, on se penche sur une crise qui se joue dans un petit passage de rien du tout, à peine 34 km. Mais attention, ce petit bout de mer pourrait bien faire basculer l'ordre mondial au complet. C'est une histoire qui commence dans le ciel, mais qui risque de finir en véritable tremblement de terre pour l'économie de la planète. Comme des canards lents, très faciles à chasser. Ça, c'est une phrase lancée par un analyste militaire. C'est pas super flatteur, mettons. Mais la vraie question, c'est de qui ou de quoi il parle. C'est qui ces fameux canards qui sont si faciles à chasser et qui se retrouvent au centre de toute cette histoire? Alors voilà, les fameux canards, ce sont les avions ravitailleurs américains. Puis il faut vraiment comprendre à quel point ils sont importants. En fait, ils sont plus que ça, ils sont cruciaux. Sans ces avions-là, les F-35 les plus avancés au monde, ils restent cloués au sol, ou presque. Pas de gaz, pas de vol. Le problème, c'est qu'ils sont lents, ils n'ont aucune défense. Bref, ce sont des cibles parfaites. C'est carrément le talon d'Achille de la force aérienne américaine dans le Golfe. OK, pour bien saisir l'ampleur de la situation, faut qu'on garde une carte. Faut qu'on parle de géographie. Parce que tout part de là, de la décision de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz. Ils ont pris un simple petit point sur le globe et ils en ont fait une arme. Une arme redoutable. 20 Retenez bien ce chiffre. C'est le pourcentage de tout le pétrole et le gaz de la planète qui passe par ce corridor qui est à peine plus large que le fleuve Saint-Laurent à certains endroits. On parle d'un cinquième de l'énergie mondiale. L'enjeu, c'est pas juste gros, c'est absolument gigantesque. Et comment l'Iran arrive à bloquer ça? C'est là que ça devient intéressant. Ils utilisent une stratégie qu'on dit asymétrique. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Oubliez les porte-avions. On parle de mines navales qui coûtent pas cher et surtout de missiles anti-navires qui sont montés sur des camions. Des camions, ça veut dire qu'ils bougent tout le temps. Ils sont quasiment impossibles à trouver et à neutraliser. La preuve que ça fonctionne, même avec la super puissante marine américaine dans le coin, 17 navires se sont déjà fait attaquer. Et ça, bien sûr, ça nous ramène directement au problème des Américains. Ça nous ramène à nos canards, parce que l'Iran a parfaitement compris où ça faisait mal. Ils ont trouvé le point faible. Voici le cœur du problème. La menace des milices pro-iraniennes en Irak est devenue tellement grande, tellement réelle, que les avions ravitailleurs américains ont complètement arrêté de survoler le pays. C'est pas rien, là, c'est une retraite tactique majeure. L'espace aérien irakien, qui était une route habituelle pour eux, est maintenant une no-go zone. Trop dangereux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de passer par l'Arabie saoudite. Et quand on regarde les données de vol, on voit qu'ils volent en formation super serrée les uns sur les autres. Ça les rend encore plus vulnérables, encore plus comme des canards. C'est une manœuvre qui sent un peu le désespoir et ça montre vraiment à quel point la stratégie de l'Iran a réussi à paralyser les Américains. Bon, on a vu que c'est compliqué pour les Américains. Mais pour les autres pays dans le coin, les pays du Golfe, c'est encore pire. C'est pas juste compliqué, c'est quasiment impossible. Ils sont pris dans un dilemme qui les paralyse complètement. Pensez-y une seconde. Pour des pays comme l'Arabie saoudite ou les Émirats, c'est choisir entre la peste et le choléra, littéralement. Option 1, ils se rangent du côté des États-Unis. Le risque, des attaques iraniennes immédiates et dévastatrices sur leurs champs de pétrole, sur leurs centres financiers comme Dubaï. Option 2, ils restent neutres. Le risque que les États-Unis finissent par faire un deal avec l'Iran et les laissent complètement tomber, seuls face à un voisin hostile. Il n'y a aucune bonne réponse. Et l'impact de ce blocage, il n'est pas juste théorique, il est bien réel. Regardez ce chiffre, 52 000. C'est le nombre de camions qui ont dû être réquisitionnés pour transporter par la terre ferme des marchandises qui, normalement, passent par la mer. 52 000 camions. Imaginez le cauchemar logistique. Mais cette crise-là, elle ne fait pas juste déchirer le Moyen-Orient. Elle est en train de créer des fissures, de grosses fissures, au cœur même de l'Alliance occidentale. Quand l'ex-président Trump a appelé à l'aide pour une intervention, la réponse a montré que l'OTAN est loin d'être unie. Et ça se voit très bien ici. D'un côté, on a les États-Unis qui veulent y aller fort, qui sont en mode agressif. Ils sont soutenus par quelques pays, comme la France et la Corée du Sud. Mais de l'autre, c'est une autre histoire. L'Allemagne dit non, carrément. Le Royaume-Uni, lui, joue la carte de la prudence. Il voudrait une plus grosse coalition, qui n'existe pas. Bref, on est très très loin d'un front commun. Alors, la question qui tue, pourquoi? Pourquoi est-ce que les Européens hésitent autant? Pourquoi refuser de suivre leur allié principal, les États-Unis, qui va même jusqu'à menacer de quitter l'OTAN si personne ne bouge? En gros, il y a 3 grosses raisons. La première, c'est la peur. Pure et simple. Les missiles iraniens peuvent maintenant atteindre des grandes villes européennes. On parle de Rome, de Berlin. C'est plus juste un problème lointain. Deuxièmement, il y a le facteur russe. Chaque fois que le prix du pétrole monte à cause de cette crise, mais ça remplit les coffres de la Russie. C'est de l'argent qui finance directement la guerre en Ukraine. Et la troisième raison, c'est la crainte que tout ça dégénère, que la situation devienne complètement incontrôlable. Et c'est là qu'on manque d'un cran.
Parce que derrière le conflit militaire, il y a une autre guerre qui joue, une guerre économique. Et celle-là, elle vise directement les fondations du système financier mondial. OK, petit cours d'économie 101 très rapide. Depuis les années 70, la puissance américaine repose en grande partie sur ce qu'on appelle le système du pétrodollar. Le concept est simple, le pétrole sur le marché mondial se vend presque exclusivement en dollars américains. Ça veut dire que tous les pays du monde sont obligés d'avoir des réserves de dollars. C'est ça qui fait du dollar la monnaie du monde. Eh bien, l'Iran, qui est clairement appuyé par la Chine dans ce dossier, vient de lancer une attaque directe contre ce système. Leur demande est simple. Les frais pour passer dans le détroit d'Ormuz devront maintenant être payés en yuan chinois. Ils sont en train d'essayer de créer un P3 yuan. C'est un coup de semonce très bien calculé, un move pour commencer à gruger la domination du dollar. Et les conséquences, on les voit déjà. Le gaz naturel du Qatar est bloqué. Ce gaz est essentiel pour fabriquer les engrais en Europe, ce qui veut dire que c'est la sécurité alimentaire qui est menacée. Aux États-Unis, le prix du gaz à la pompe explose. En Californie, on a vu du 8 $ le gallon. Et des experts prédisent que le baril de pétrole pourrait monter jusqu'à 200 $. Ça, ce serait un choc économique comme on n'en a jamais vu. Alors, on fait quoi? La seule solution qui semble vraiment sur la table, c'est une intervention militaire. Le gros problème avec ça, c'est que cette option risque d'ouvrir une véritable boîte de Pandore et de déclencher quelque chose d'encore pire que la crise actuelle. Un plan militaire dans ce coin-là, ça ressemblerait à une échelle avec 3 marches. Première marche, une immense et très dangereuse opération pour enlever les mines. Si ça ne marche pas, on passe à la deuxième marche, une campagne de bombardement massif pour détruire les sites de missiles. Et si ça non plus, ça ne fonctionne pas, il reste la troisième marche, l'option ultime, une invasion terrestre pour carrément renverser le gouvernement iranien. Et chaque marche est beaucoup plus risquée que la précédente. C'est ici qu'on entre dans ce que les experts appellent le scénario du chaos. Mettons que l'invasion fonctionne et que le gouvernement Téhéran s'effondre. Est-ce que ça règle le problème? Pas du tout. Au contraire, les alliés de l'Iran dans la région, les Hezbollah, les Houthis, etc., ils ne vont pas juste déposer les armes. Ils vont se transformer en un paquet de cellules terroristes indépendantes. Et là, on embarque pour un cycle de violence qui pourrait durer 20 ans. Une guerre sans fin contre un ennemi qu'on ne peut même plus identifier clairement. Et il y a une chose de plus qu'il faut absolument comprendre. Pour le gouvernement iranien, ce n'est pas juste un conflit géopolitique. Ils présentent ça comme une lutte sainte en faisant référence à la bataille de Karbala, un événement hyper important dans leur histoire religieuse. Le message est clair, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier homme. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de victoire facile, pas de fin propre à cette guerre. On se retrouve donc complètement coincé. D'un côté, la menace d'un effondrement économique mondial. De l'autre, la promesse d'une guerre régionale sans fin, une guerre qu'on ne peut pas gagner. Ça nous laisse avec une dernière question, et elle est vraiment troublante. Quel est le vrai prix qu'on est prêt à payer pour sécuriser ce petit corridor de 34 km? Et je ne parle pas juste d'argent. Je parle en vie humaine, en stabilité mondiale. Pour l'instant, cette question-là, personne n'a la réponse.